Moi, je voulais revenir sur une question que je vous ai posée tout à l'heure concernant donc, le secteur du sport. Et quand on sait que 38% des femmes, donc parmi les licenciés, que des fédérations sportives, 19 présidents pour 115 fédérations et 11 femmes sur 70 directeurs techniques nationaux. Est-ce que c'est le sport, le milieu du sport, où vous retrouvez également cette même inégalité entre les femmes et les hommes dans d'autres univers, mais par la culture? Est-ce que c'est aussi flagrant que dans le sport? Et que peut-on faire en même temps? Quelles solutions apporter? C'est un combat culturel, et ça rejoint d'ailleurs aussi les questions que vous me posiez. C'est un combat culturel. C'est évidemment la nécessité de faire changer les mentalités, de déconstruire les stéréotypes dès le plus jeune âge, comme je l'évoquais dans mon intervention liminaire, d'agir pour promouvoir une culture de l'égalité, de sensibiliser. Et je crois que la société a beaucoup évolué au cours des dernières années, notamment après le mouvement, après l'émergence du mouvement MeToo. Il y a aujourd'hui une attente sociétale très forte dans la prise en compte de ces violences. Mais c'est un combat qui sera encore long à mener. Le droit a beaucoup évolué. La représentation, si je pense ici aux instances dirigeantes et aux fédérations sportives. Le droit a évolué en 2014. Il a à nouveau évolué en 2020 en faveur de la parité, puisque la parité intégrale, je crois que c'était 40% en 2014, la parité intégrale devrait donc être atteinte en 2024 au niveau national et en 2028 au niveau régional. Voilà, nous progressons de la même manière sur le contrôle d'honorabilité. Les évolutions législatives au cours des dernières années ont permis d'étendre en fait le périmètre des personnes qui sont concernées par ce contrôle d'honorabilité. Donc c'est effectivement un combat culturel qu'il faut mener en s'appuyant aussi sur la parole des victimes, qui a été longue à se libérer, pas seulement dans le sport. Les inégalités, les chiffres que vous donniez peuvent se retrouver sans trop de difficultés. Je ne les ai pas en tête de manière précise, mais dans le secteur culturel, puisque j'ai fait ce parallèle, il y a encore, ça progresse. Le nombre de femmes qui dirigent des établissements culturels labellisés, voilà, progresse, mais progresse peu. Il y a encore, un nombre plus important d'hommes qui sont en situation d'exercer des responsabilités, des fonctions de direction. Mais à ce stade, je voudrais peut-être souligner que ce qui me paraît le plus important, c'est la nécessité en fait de lier ces questions et de traiter ces questions de manière globale. Parce que je crois que agir pour encourager les femmes à occuper des fonctions de direction, à occuper des responsabilités, ça a aussi un impact sur le recul et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Parce que je pense que plus les femmes seront amenées à exercer des responsabilités, plus on s'y habituera, plus, comment dire, moins les hommes, je pense, pourront éventuellement se sentir autorisés à commettre des agissements sexistes, voire des violences ou des agressions. Je pense parce que le sentiment d'impunité alors vous évoquez la sanction, mais il y a quand même un sentiment d'impunité intellectuelle, psychologique, qui est assez lié, on le sait, à l'exercice du pouvoir. Et c'est aussi ce qui explique l'emprise dont malheureusement sont victimes les personnes qui sont victimes d'agressions, de violences ou de violences sexuelles. Et c'est aussi une des explications du long silence dans lequel elles peuvent être murées